Bonjour, bonjour et excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre. Votre magazine Bonjour d'Algérie donc vous propose ce matin un nombre d'invités et de thématiques qui vous plairont, j'espère. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de recevoir un médecin qui est un exemple pour la médecine en Algérie, pour avoir justement eu la primeur d'exercer et d'opérer justement une chirurgie un peu délicate, une chirurgie endovasculaire pour la première fois en Algérie. Il s'agit du docteur Selma Ami Moussa. Elle vient justement témoigner de nous parler un petit peu de sa profession, mais également elle a choisi aujourd'hui de mettre l'accent sur une pathologie justement qu'elle combat farouchement depuis pas mal d'années. Il s'agit du pied diabétique pour lequel elle a justement tenté de nombreuses opérations, je dirais, de militantisme médical. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de recevoir la créatrice d'une revue, la revue Ineffable, donc, qui est une revue électronique de plus en plus suivie, qui connaît de plus en plus d'engouement. On la présentera tout à l'heure avec Ahlam Kebir. Et puis ce matin, nous aurons le plaisir de retrouver notre collègue Nabil Kitouni qui viendra nous parler de cinéma, cette fois-ci de métier du cinéma, à travers justement un reportage et sa présence récemment à un masterclass consacré au scénario. Dans cette matinale, évocation et hommage à Nourdine Ferroukhi, cet artiste peintre, ce plasticien, je dirais, qui nous a quittés ce mois en cours. Nous aurons l'occasion de revenir sur des témoignages d'artistes qui l'ont connu avec Nassiba Djaidir dans l'espace mosaïque consacré aux arts visuels. Elle aura également autour d'elle des amis et un nombre d'invités qui ont tenu justement à rendre un hommage sur ce plateau à Nourdine Ferroukhi. Voilà qui est dit par rapport à la programmation de notre matinale. Je vous souhaite encore un bon réveil, un bon café si vous êtes à table. Et puis tout de suite, je vous propose un point météo avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien? Ça va. Alhamdoulilah. J'ai entendu des bruits à l'oreille. C'est pour ça que j'étais un peu distraite, Mina. Mais je suis tout ouïe pour écouter votre météo. Très bien. Ainsi que les téléspectateurs qui sont avec nous ce matin, j'imagine. Merci beaucoup, Ladia, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, en cette début de matinée, on aura un petit peu de brume sur l'intérieur ouest. Et puis, le ciel restera plutôt nuageux en journée avec des pluies à partir de cet après-midi. Ces pluies vont s'accentuer progressivement à partir de la soirée. Sur le centre, eh bien, on notera un ciel voilé en début de matinée, de plus en plus nuageux, avec des pluies. Les pluies de l'ouest vont évoluer vers le centre en deuxième partie de nuit. Et puis sur la partie est, le ciel restera plutôt dégagé, à peu nuageux, et puis un ciel voilé vers l'extrême sud, le Sahara central et le Sahara oriental avec de faibles pluies en journée un peu plus marquées, notamment du côté d'Ilizi. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 24 degrés à Alger, 23 degrés à Tizi Ouzou ainsi qu'à Annaba, 23 degrés à Oran, Tlemcen, Tiaret, on notera un minimum de 18 degrés à Batna, 29 degrés à Ghardeya, 26 à Bachar Tindouf, 33 degrés à Darar, 34 degrés à Ain Salah, 35 à Ilizi, enfin 40 degrés. Ça sera la maximale à Borj, Beji Moukhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Et bien pour aujourd'hui, on entrait un ciel plutôt couvert avec des averses à Vancouver ainsi qu'à Dallas, Chicago, Montréal. Un ciel plutôt nuageux à Washington et puis dégagé à New York, Los Angeles. Côté Mercure, on notera 13 degrés à Vancouver, 24 degrés à Dallas, 27 à Mexico, 16 à Montréal, 22 degrés à New York et enfin 27 degrés à Washington. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Passez une bonne journée. Bonne journée. Et puis vous qui êtes avec nous, on vous propose tout de suite une belle chanson signée donc, et interprétée par Lila Boursali qui nous chante ce matin à Charzine dans ce clip réalisé par Belkacem Hadjadj.
C'était là la voix suave de Lila Borsali. Vous l'aurez reconnu pour ceux qui sont fidèles à cet artiste et qui sont fans parmi les fans. Alors aujourd'hui, je vous avais tout à l'heure annoncé que nous allions mettre en valeur une battante, une femme hors du commun, très généreuse également et affable avec ses patients. Il s'agit du docteur et spécialiste en chirurgie vasculaire, docteur Selma Ami Moussa, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Je sais que quand on balance comme ça une série de compliments, on a du mal à réagir et à rebondir, n'est-ce pas? J'ai toujours été très mal à l'aise par rapport aux compliments, mais merci quand même. Non, mais en tout cas, c'est la presse qui le dit, en fait, en faisant un petit peu en feuilletant un petit peu la presse, j'ai vu à quel point il y avait respect pour votre personne par rapport à tout un combat en faveur des patients algériens. Vous qui avez été formé en France, bien sûr d'abord en Algérie puis en France, 10 années de formation avec des spécialistes, avec tous les moyens qui entouraient justement ces spécialistes. Et vous avez fait le choix en 2010 de revenir chez vous en Algérie pour exercer. Oui. Oui, un simple oui. Ça me paraissait naturel. Déjà, ça me paraissait naturel. Mais la tentation était là, j'imagine, à l'époque, en 2010. De rester ? De rester, non ? De rester en France. Vous n'avez pas été tenté ? Si, bien sûr, oui. En fait, j'étais tentée d'avoir une belle carrière en chirurgie vasculaire, d'exercer dans les meilleures conditions. Et plus je rencontrais d'Algériens dans les congrès, et plus on me parlait de l'état lamentable de la chirurgie vasculaire en Algérie. C'est eux qui le disaient. Ils disaient voilà, on a un gros manque, ça serait très bien, on a besoin de gens comme toi. Et tout. Donc je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas ? Oui. Oui. Et j'ai décidé de rentrer et j'ai joué le jeu à fond. Sauf que non, c'était juste des promesses en l'air. Plus personne n'est là quand on est sur le terrain et ils restent sur leurs idées. Ils sont un peu... Oui, parce que quand c'est un terrain vierge, quand c'est nouveau, quand c'est différent, ce n'est pas évident de faire bouger les choses, je dirais. Parce que, bon, rares sont les praticiens de votre spécialité. Ils se comptent sur le bout des doigts en Algérie. Oui, effectivement, on est très très rare en chirurgie vasculaire. Sauf que je n'avais pas compris pourquoi tout le monde me demandait de rentrer en me disant on a besoin de chirurgien vasculaire pour ne pas envoyer ensuite les malades en chirurgie vasculaire. C'est à ce moment-là où j'ai failli être découragée à plusieurs reprises. Et puis je me suis dit, une jambe de sauver, un malade de sauver, une autre jambe de sauver, j'ai quand même une utilité et j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de me battre pour mettre en avant le côté réel de la chirurgie vasculaire. J'imagine qu'ils ont été un peu déçus par les résultats qui sont ceux du seul centre algérois de chirurgie vasculaire et que par conséquent ils ne voulaient plus faire confiance à la chirurgie vasculaire et je leur ai dit voilà, je vais vous donner confiance en chirurgie vasculaire. Très bien. Il n'y avait aucune raison pour qu'on ait un taux d'amputation aussi important. Oui. C'est ce qui m'avait choqué le plus à Alger quand je suis rentrée. C'était les artériopathies diabétiques qui traînaient et qui se finissaient par se faire amputer. Voilà, il n'y avait pas assez de réactivité par rapport à ce type de pathologie qui exige justement un traitement d'urgence, une réaction rapide pour sauver le patient. Aucune. Effectivement. Et jusqu'à présent, je trouve qu'il n'y a pas de réactivité du tout. On a beau dire un pied diabétique est une urgence, devant un trouble trophique, il faut aller très très vite, il faut faire un bilan vasculaire, il faut orienter en chirurgie vasculaire. Rien n'est fait. Oui, j'imagine. En fait, vous le dites avec le sourire, mais c'est quand même un constat un peu non, mais c'est un sourire de désolation. Désolation. En tout cas, vous avez réussi et vous avez été parmi les premiers praticiens algériens à pratiquer une chirurgie endovasculaire en Algérie. Ça a été une réussite et ça a été salué un petit peu par justement l'ensemble de la corporation. J'en avais plus déjà d'une cinquantaine à mon actif quand j'étais en France. En fait, l'histoire de l'endoprothèse, qui a été offerte d'ailleurs, c'est que la CNAS, parce qu'à l'époque on était conventionné avec la CNAS pour la chirurgie vasculaire, la CNAS disait non, ce genre de chirurgie ne se font pas dans le privé. Ce genre de chirurgie, c'est des chirurgies d'hôpitaux, c'est pas des chirurgies de privé. Donc j'avais décidé de mettre l'endoprothèse à la clinique Al-Azhar pour prouver que c'est une chirurgie qui peut se pratiquer n'importe où sur un terrain hospitalier, que ce soit à l'hôpital ou dans une clinique privée, aussi bien équipée que l'Azhar, évidemment, mais juste pour pouvoir conventionner l'endoprothèse aortique qui coûte très 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 cher. Mais ça n'a pas suivi non plus. Toujours pas subventionné ? Toujours pas.
Conventionné, toujours pas, subventionné. non, toujours pas. Et pourtant, vous pouvez nous donner un chiffre approximatif des patients ayant subi justement ce type de traitement et qui ont été sauvés par le biais de cette endo Dans le chirurgie. privé, j'en ai eu qu'un seul, parce que l'endoprothèse a été offerte. Mais sinon, les patients capables de se payer une endoprothèse, il n'y en a pas des masses, non, ça ne court pas les rues. Par contre, le professeur Boyet à Oran doit avoir une très belle série. Il doit avoir une série de 400 ou 500 patients facilement, En milieu hospitalier. en milieu parce que, hospitalier. voilà. Qu'est-ce que requiert ce type justement de chirurgie en général? Juste un bloc, j'imagine. Un bloc opératoire et Un bloc, un suivi paramédical, non? comme toutes les chirurgies. Comme toutes les chirurgies. Comme toutes les chirurgies. En fait, le seul frein sur ce genre de chirurgie, c'est le coût de l'endoprothèse. Oui. C'est le coût de cette chirurgie, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, l'endoprothèse aortique, c'est environ 1 million de dinars, 1,5 million. Tout dépend du modèle d'endoprothèse, vu que c'est du sur-mesure pour chaque patient. Donc, 1 million de dinars, c'est pas quelque chose de facile à trouver pour ce genre de patient. Mais pourtant, vous disiez que la plupart d'entre elles étaient offertes, celles que vous avez Non, pratiquées. la première Certaines. que avait j'ai été offerte. pratiquée à Alger était offerte par un laboratoire français. Très bien. Donc les suivants, donc il y a des patients ayant eu écho de cette réussite, ont choisi d'investir dans le soin. Non, Non. tout le monde Ça a... s'est fait comment? Non, mais tous les suivants qui ont voulu avoir un traitement endovasculaire de leur anévrisme étaient refroidis par le prix. Oui. Voilà. Et ceux qui ont réussi à accéder à cette chirurgie, comment est-ce qu'ils ont fait? Par quel biais? C'est-à-dire c'est un investissement personnel. Bien sûr. Voilà. Familial, C'est ce que je voulais dire. généralement. Familial, Familial. j'imagine qu'ils ont un petit peu fait une collecte Oui. familiale, ou ça dépend si la personne est assez aisée pour le faire. Voilà. C'est rare. Non, il faut être réaliste. Les patients, généralement, n'ont pas autant d'argent à sortir comme ça facilement, même avec une cellule familiale. Moi, j'ai vu des gens se faire amputer de jambes parce qu'ils n'avaient pas des sommes nettement inférieures à ça. Absolument. Absolument. En tout cas, vous avez tenu, docteur Amimoussa, à parler de cette pathologie du pied diabétique. Aujourd'hui, vous voulez un petit peu mettre l'accent, lancer l'appel et aussi présenter cette pathologie et les règles de conduite face à cette maladie. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui relèvent un peu du charlatanisme dans l'algérois essentiellement. Alors, un pied diabétique, c'est d'abord une urgence. Ensuite, on fait un bilan vasculaire. S'il y a une restriction vasculaire... D'abord, c'est quoi? C'est une occlusion? C'est des comment ça se sténoses ou passe? des occlusions? C'est une sténose ou bien une occlusion? Ça commence au niveau des artères des jambes, on commence au niveau des artères des cuisses jusqu'aux chevilles. Ça, c'est typiquement diabétique, c'est des artériopathies assez distales. Donc, quand on fait un bilan vasculaire et on trouve des lésions vasculaires, à ce moment-là, la revascularisation est obligatoire. Il faut absolument remettre le débit, que ce soit en pontage ou en traitement endovasculaire également, c'est-à-dire en stenting, dilatation. On peut aller jusqu'à la cheville en mettant des stents. Maintenant c'est pas quelque chose d'expérimental. J'invite les patients à aller sur Google, à aller voir tout ça. Ça n'a rien d'expérimental et ça donne de très très bons résultats. Absolument. Sur l'indemnité d'amputation. Maintenant, il y en a qui confondent indemnité d'amputation et perméabilité secondaire, mais c'est un autre sujet. Mais donc, bilan vasculaire, lésion vasculaire, traitement, quel que soit le type de traitement. Pas de restriction vasculaire. À ce moment-là, on rentre dans les gestions de cicatrisation dirigée pour éviter l'infection, la propagation et la gangrène infectieuse et la nécrose infectieuse qui va avec. Voilà. Ça, c'est le dernier stade. La nécrose, c'est vraiment le dernier stade. On peut donc intervenir sur les premières étapes que vous avez énumérées. Bien sûr. Oui. Malheureusement, moi, je rencontre des patients qui sont tous en troubles trophiques. J'ai jamais rencontré, enfin très très rarement, on va dire 10% de ma patientèle vient parce qu'ils sont juste claudicants. Claudicants, ça veut dire quand ils marchent, ils ont des crampes au mollet ou des crampes à la cuisse. Donc ça représente moins de 10% de ma patientèle. Tous ceux qui viennent me voir sont déjà avec une nécrose d'un orteil ou deux, ou déjà un orteil amputé, ou deux ou trois, ou c'est déjà noir en avant-pied. Donc il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas en arriver là. Déjà, si un patient claudiquant faisait son traitement, enfin son bilan vasculaire avant d'arriver aux troubles trophiques, on gagnerait beaucoup de temps.
Absolument. Donc, c'est ce que vous recommandez, en tout cas, aux patients atteints de diabète. Oui, oui, bien sûr. Tous les diabétiques, surtout s'il y a une multiplication des facteurs de risque comme le tabac, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'augmentation du cholestérol, à ce moment-là, les bilans vasculaires devraient être pratiquement systématiques au moins une fois par an. Parce qu'il faut savoir que traiter une sténose donne de meilleurs résultats que traiter une occlusion. Absolument. Et qu'une sténose évolue forcément vers une occlusion. Ben oui, parce que c'est un rétrécissement du canal qui va pousser jusqu'à l'occlusion, fermer complètement le débit. Et les études mondiales le prouvent, traiter une sténose donne de meilleurs résultats au long terme que traiter une occlusion. Et plus facile également sur le plan chirurgical. Donc. Absolument, absolument. Est-ce que les associations qui activent sur le terrain en faveur des patients atteints de diabète viennent vers vous, vous sollicitent de temps en temps? Jamais. Jamais? Jamais. Très bien. D'accord. C'est vrai qu'ils essayent un petit peu de sensibiliser la plupart du temps. Ils essayent aussi d'être dans le diagnostic, d'être dans l'accompagnement à la base. Mais c'est vrai qu'au niveau de la chirurgie, c'est vrai que c'est l'hôpital qui prend le relais en général. C'est bien cela. Je ne sais pas quoi vous dire. En Algérie, j'ai jamais vu l'hôpital prendre le relais. D'accord. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être pour les amputations, l'hôpital doit prendre le relais, mais sinon j'ai jamais vu. Mais un traitement en amont, c'est pas très courant chez nous. Donc comment ça se passe? J'ai pas très bien compris. Je suis rentrée depuis 2010, j'ai vraiment pas compris grand-chose dans ce qui se passait dans la gestion des pieds diabétiques. D'accord. Non mais sérieusement. Oui, donc voilà, vos espoirs par rapport à cela, vos espoirs, c'est qu'il y ait création peut-être d'un centre, un second centre, multiplier les centres spécialisés en cardiovasculaire? Je sais pas, déjà je pense, il y a des centres, de pieds diabétiques, mais j'ai pas très bien compris ce qu'ils font. Et je pense que si j'ai pas très bien compris ce qu'ils font, c'est que ce qu'ils font n'est pas conventionnel. Si ce n'est pas conventionnel, je me demande où sont les autorités publiques. Donc tout ça me gêne et m'interpelle sans arrêt, mais j'ai jamais très bien compris ce qui se passait. Il y a des Cubains qui gèrent le pied diabétique. Oui. Ils changent d'adresse pratiquement une fois par an. On n'a jamais compris pourquoi et je ne sais pas ce qu'ils font. D'accord. Ça reste de très très grands mystères. Les patients, par exemple, me disent on me font des injections au niveau du pied. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est que ces injections? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est pas recommandé? Il y en a d'autres qui parlent de gaz, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, je comprends maintenant l'expression charlatanisme que vous avez utilisée tout au début de cette intervention. Vous avez dit qu'il y avait des pratiques un peu bizarres et un peu ambiguës. Non, mais c'est vrai, il y a des pratiques très très bizarres, ouais. C'est trop blanc. Oui, non, mais vous avez votre mot à dire par rapport à cette maladie, à cette manière de prendre en charge cette maladie. Donc, on avait besoin justement d'entendre le son de cloche de Madame Ami Moussa ce matin, du docteur je vais vous dire, spécialiste que vous êtes. Je vous dis, moi, j'ai fait des études. Et tout ce que je fais n'est pas controversé, existe. Il y a des études qui ont été menées. Je fais que des techniques validées. Je ne vante rien, je ne crée rien, je ne vends pas de miracle. Je suis une scientifique. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont pris d'autres voies. Grand bien leur face. Mais dans l'intérêt commun, l'intérêt des patients, à mon avis, il va falloir quelque part demander des explications à certaines personnes. Ne serait-ce qu'avancer des datas, avancer des études qui ont été faites sur le plan mondial. Voilà, c'est validé, c'est pas validé, c'est controversé, c'est pas controversé, ou c'est abandonné. Ça a été un moment. Donc, parce que vendre de l'espoir comme ça à des patients, c'est pratiquement un crime. Oui. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Parce qu'on veut la confiance, on veut l'argent, et c'est pas sympa. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. On a tous des échecs, mais on rentre dans des pourcentages mondiaux de complications, que ce soit de la morbidité ou de la mortalité. Ça rentre dans l'exercice normal de la médecine. Je n'ai jamais dit que j'étais parfaite, mais tout ce que je fais est validé.
En tout cas, ce que vous avez fait a apporté des résultats probants, il est avéré, donc qui sont quand même palpables, on l'a vu. Et on vous souhaite en tout cas de continuer ce combat par rapport à la pratique justement de la chirurgie cardiovasculaire dans notre pays et d'avoir gain de cause et aussi d'avoir justement l'accompagnement de la CNAS, pourquoi pas, de tous ces patients qui ont besoin justement d'être pris en charge au lieu d'être envoyés avec des prises en charge onéreuses à l'étranger. Ça serait très très bien. Ça serait superbe. Merci beaucoup, donc, Dr Selma Ami-Moussa, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir permis de rappeler un petit peu la détresse de toutes les personnes atteintes de pieds diabétiques et justement de toutes les personnes qui gagneraient à avoir des chirurgies endovasculaires. Merci infiniment. Donc vous êtes chirurgienne spécialisée en cardiovasculaire et voilà, on a été ravis justement de vous recevoir dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon courage pour tout ce qui vous attend. Et puis tout de suite, nous allons parler un petit peu de cet hommage rendu par les artistes suite au décès ce mois en cours de Nordine Ferroukhi qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Donc après un long combat contre la maladie justement, Nassiba Jaïdir invite aujourd'hui les artistes à s'exprimer, mais avant, elle vous propose cet extrait de la dernière exposition de Nordine Ferroukhi. C'était en avril 2016. Elle était justement dans la galerie qui a abrité cette exposition, la galerie Yasmine en l'occurrence. Voyons. d'école et je pense qu'il me rajeunit en voyant aujourd'hui son exposition et la multiplication de tableaux qu'il fait. Franchement, c'est lui, c'est franchement lui, c'est son état d'âme. Il y a énormément d'émotions, énormément, vraiment. Moi personnellement, je suis très content de ce retour. On l'attendait depuis un moment. Et il est venu ce moment et il est venu vraiment avec des choses très fortes. Vraiment Nordine, tu nous as manqué dans ce domaine-là. Mais là, il revient avec ces choses-là, c'est tout simplement merveilleux. Énormément de travail, énormément de réflexion, beaucoup de maturité, beaucoup de choses très réfléchies et aussi très bien situées, très bien posées. C'est un professionnel, c'est vraiment un grand artiste. La découverte de cette expo, on découvre l'univers artistique de notre enseignant qui jusque-là nous a appris l'histoire de l'art à travers un langage pictural exceptionnel qui raconte l'amour et puis les nuances de l'amour, de ce sentiment qui est au final complexe et simple à la fois. C'est un travail très varié et chaque
œuvre représente une anecdote. Et il y a comme une sorte de mystique qui sort de ces œuvres. Et il nous promène à travers le Moyen-Orient et l'Orient ottoman. Avec toutes ces figures qui représentent des narrations à elles seules. Dans cet espace qui favorise l'expression de la diversité, des œuvres étonnent et détonnent. Des œuvres signées par un ancien élève de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, où il enseigne actuellement l'histoire de l'art. Voilà, c'était là un reportage ou un extrait de reportage réalisé par Nassiba Djaïdir lors de la dernière exposition de Feu Nordine Ferrochi. Il nous a quittés, hélas, et c'est toujours difficile justement de parler à titre posthume d'une personne qui était débordante de vie. Vous êtes d'accord avec moi, Nassiba? Tout à fait d'accord avec vous, Radia. Bonjour Radia, bonjour à vous tous, ravis de vous retrouver tous les mardis. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on revoit l'extrait de ce reportage que j'ai réalisé en avril 2018 à la galerie Liesmine. Le galeriste Lies Khlifati avait organisé cette exposition, une très très belle exposition. Il y a eu beaucoup de monde. Ce jour-là, Nordine Ferrochi était très très heureux de recevoir ses amis, toute la famille des artistes. Et là, c'est vraiment pénible de revoir cet extrait. Il avait commencé à être malade à cette époque-là. Oui, tout à fait. On le voyait déjà fatigué. Absolument, et on l'a reçu aussi. Hein. Il y a eu le reportage, il y a eu tout un débat. Il est quand même venu sur le plateau. On l'avait reçu le 12 avril, le jour de ma 2016. Rubrique. Il a parlé de son parcours. On a retracé son parcours. On a parlé de sa dernière exposition, de son œuvre. Et là, on a eu une petite pensée pour lui il y a 2 semaines. Et j'avais dit que j'allais revenir sur son parcours, Radia, et sur son œuvre. Et pour ce faire et pour en parler avec nous ce matin, Karim Sergoua, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres, Karim Sergoua. Toujours ravi, mais c'est aussi un devoir de venir témoigner, de parler d'un ami, d'un frère qui est parti. Voilà, tout à fait. Voilà. Accompagné de Lies Khlifati. Bonjour Nassiba. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Alors il y a un petit moment, on était en train de voir un extrait du reportage que j'ai eu à réaliser dans votre galerie. C'est pratiquement sa dernière exposition. Exactement, Nassiba, c'était sa dernière exposition, c'était le 8 avril, je pense, en 2016. On avait travaillé ensemble pendant quelques mois. Il avait préparé cette exposition, quand même un travail, on va dire, de 4-5 ans de travail. Et lui, il a vraiment voulu faire une exposition ici en Algérie. Comme il savait, il était malade et il devait partir en France pour se soigner et tout ça. Et voilà, il était tellement heureux ce jour-là et on a fait ce boulot. C'était un devoir de mémoire pour nous en tant que galeriste. Et j'ai connu Nordine dans cette période-là, mais c'est c'est un gentleman, c'est un professionnel. On va dire un grand monsieur, entre parenthèses, voilà. Et l'Algérie avait quand même des gens comme Nordine et comme d'autres artistes, et on a rendu l'hommage à Nordine par cette exposition intitulée Brin d'amour, qui regroupe le travail de Nordine de plusieurs styles, plusieurs thématiques. Et voilà, on a reçu quand même ses amis, la famille artistique aussi. Et Nordine, il était tellement heureux de revoir ses amis, les Machafam, depuis très longtemps. Parmi eux, il y avait des artistes aussi à la promotion de Nordine à l'école supérieure. Karim en faisait partie, il était avec lui. Et... Karim, il était moi quand même de cette période. Et vous avez eu à monter cette exposition ensemble. Il a beaucoup de rigueur dans son travail. Nordine, oui, c'est très méticuleux. Très, très méticuleux. C'est un vrai professionnel. Moi, je dirais que Nordine, il a tout préparé, ses certificats avec la photo, tout ça. Et il était vraiment, on va dire, un vrai professionnel en la matière. Moi, en tant que galeriste, c'est très rare que je rencontre des artistes de
voilà, formation, cette taille aussi. Et je dirais aussi que grâce à nos amis communs, c'était Farouja Meddahi, c'est elle qui a incité Nordine de faire une exposition en Algérie. Et lui, il était quand même fatigué, malade, un peu désespéré de cette période-là. Et grâce à cette exposition, il était heureux ce jour-là. Il était vraiment... il était bien, il était... voilà. Oui, on a passé des moments magnifiques avec cette Tout exposition. à fait. Là, on peut revoir quelques images. Vous nous avez ramené des photos ce matin, on vous remercie, de Nordine Ferrouri. Tout au long du débat, peut-être qu'on va voir quelques photos que vous nous avez ramenées ce matin, Yasr Lifati. Alors, vous étiez présent à cette exposition. C'est un ami à vous, un collègue de travail. Vous êtes artiste plasticien, Karim Sergoua. Vous enseignez à l'école supérieure des beaux-arts. Vous avez étudié, enseigné, et dans cette école a étudié aussi Nordine Ferrouri. Il a enseigné. Vous avez fait que d'actions culturelles ensemble, partagées, que de belles aventures artistiques aussi. Je le connais depuis 40 ans, en fait. Depuis 80, exactement. Ouais. Depuis qu'il est rentré aux Beaux-Arts, on était pratiquement dans la même génération. Donc, il avait fait, lui, céramique. Et donc, depuis, on s'est côtoyés, on a beaucoup discuté, on a échangé beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'actions expérimentales, soit en groupe, soit avec Denis Martinez. Mais par la suite, chacun a pris... il est parti en formation. Donc moi, je l'ai revu aussi en France. Et à son retour, il a décidé de s'impliquer à fond. Donc il venait à toutes les expos collectives, il aidait beaucoup. Donc Nordine n'est pas uniquement que plasticien. Nordine est aussi organisateur d'événements, il est très méticuleux, comme on dit, il est très professionnel. Absolument. Mais il est aussi professeur d'histoire de l'art. À l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Jusqu'au moment où il est tombé malade, il était tombé malade. Et même quand il était tombé malade, il travaillait, il utilisait le net pour aider les étudiants qui devaient se tenir. Et là, je pense à Nahla, je pense à ma fille aussi, il était son directeur de recherche, mais à un certain moment, ça y est, il ne pouvait plus, il était très fatigué. Et voilà, donc c'est quelqu'un qu'on a connu sur plusieurs fronts. Il a été aussi mon fondateur du groupe Sebarin. Voilà. C'est le premier que j'ai consulté avant de créer le groupe, le tout premier, la nuit où que j'appelle, il m'a dit oui, d'accord. Ensuite, il y a eu Zubair, Djaoudet, Ammar et tout. Mais le premier que j'ai consulté, c'était bien Nordine Ferrouri, très tard la nuit, parce qu'il fallait que j'ai son avis, il fallait que pour qu'on puisse bien avancer. Donc Nordine, je pense qu'il a laissé aussi un héritage, il a laissé un héritage assez important. Moi, il m'a offert une petite peinture que j'ai dans mon atelier. Elle a toujours été dans mon atelier, sur un bout de carton, d'emballage, mais une peinture que je vois tous les jours depuis très longtemps. Et là, je la vois encore plus... là, maintenant, elle est encore plus présente. Plus précieuse, plus précieuse et tout. Mais c'est vrai que sa dernière expo chez Lies, à la galerie d'Al-Yasmine, à la galerie d'Yasmine, je pense que c'était une expo, l'une des plus belles, c'est pas parce que c'est la dernière, mais non, l'une des plus matures, l'une des plus sensuelles, sensibles, l'une des plus réfléchies, des plus professionnelles. Et le monde qu'il a eu, d'après Lies aussi, le jour-là même, il est venu très très tôt à la galerie, alors qu'il était vraiment tôt, donc il est venu vraiment très tôt. Il avait hâte de recevoir les gens et de voir ses amis et tout, et ses étudiants. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui étaient venus. Il y a eu beaucoup de monde, je m'en souviens, puisque j'étais présente avec mon équipe le jour du vernissage. Comme je viens suffisamment à l'avance, il était là, et présent, un peu peut-être stressé, mais c'est normal. Et puis il s'est donné à fond pour cette exposition. Non, mais il faut dire aussi, connaissant son état à ce moment-là, nous les proches et la famille, les amis proches, savaient que Nordine était très fatigué, très malade. Et donc, quand on a vu l'expo, moi je suis parti aussitôt. Non, je suis parti la veille de l'expo, j'ai vu un peu. Après, je suis reparti, je suis revenu le vernissage. Et franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites, mon Dieu, il était alité. Notre ami était très malade. Et il a pu faire un travail aussi colossal, et aussi méticuleux, et aussi parfait. C'est un travail parfait, voilà.
Et chaque peinture avait son langage, ses techniques, son histoire. Il avait des mots à dire partout. On a organisé une émission radio aussi, je pense, où c'était vraiment super. Avec Nariman Zorsadoni, c'était vraiment un débat super. C'est-à-dire qu'il a même animé un débat pendant son expo. Et c'était fort, non, c'était fort. Absolument, et en parlant C'était l'une radio. des voix de la radio d'ailleurs. Oui, Pendant il a plusieurs animé années. à la radio. Il a fait un passage aussi à Canal Algérie et dans l'émission La Galerie des Grands Maîtres. Avec Nariman Saadoni. Oui, animé par Nariman Saadoni, tout à fait. De bons souvenirs qu'on garde de cet artiste. Justement, en parlant de souvenirs, il y a des témoignages aussi assez forts. Je me suis déplacée à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger où on a rencontré avec l'équipe des enseignants qui ont témoigné chacun de son côté. On va aller voir, voir le reportage. Entendu. Ça se passe à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, donc des témoignages de ses collègues de travail, de ses anciens étudiants aussi, qui sont devenus aussi enseignants dans cette école. Oui. C'est à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger qu'il a étudié et enseigné à ses étudiants l'histoire de l'art. Nourdine Ferroukhi a tiré sa révérence à cet artiste qui aura marqué de son empreinte l'art pictural algérien. Ses amis, ses collègues de travail et ses étudiants ont une pensée pour lui. Moi, je l'ai connu en tant qu'étudiant, je l'ai connu en tant qu'enseignant et je garde un très bon souvenir d'une personne très gentille, à l'écoute de ses étudiants. C'était un personnage qui était prenant et d'une sensibilité très très grande. J'ai eu la chance d'avoir comme étudiant d'abord les années 87-88 où il était rentré en première année et après dans le deuxième cycle pour faire le supérieur aussi. Que dire de cet garçon, combien gentil et combien sérieux, brave type, toujours égal à lui-même, discret, très toujours souriant, plaisant. Moi je l'ai vu la première fois ici dans cette école, arpentant les escaliers comme ça, monter dans les ateliers et faire son cours comme tous les profs. Moi je ne l'ai pas connu en tant qu'étudiant, mais arrivant déjà ici, ça m'est arrivé de parler de Nourdine avec mon prof, surtout avec Kaderet Mouhab qui a travaillé avec lui son projet de soutenance et comment il a réalisé son travail et tout. Et je pense que en cette époque-là, je me souviens d'un certain travail ici quand il avait présenté son diplôme, comment il a travaillé dans ses roses et tout. Et nous connaissons bien le travail de Nourdine Ferroukhi. J'ai eu à connaître en fait Nourdine Ferroukhi d'abord en tant qu'enseignant. Il a été mon enseignant d'histoire de l'art. Donc comme je disais, Nourdine Ferroukhi a été celui qui a transmis son amour d'histoire de l'histoire de l'art à de nombreuses générations, à tous ses étudiants qui se sont succédés. Et Nourdine Ferroukhi était un excellent enseignant dans la mesure où il a toujours actualisé ses cours. C'est-à-dire que l'histoire de l'art chez Nourdine ne s'arrêtait pas au 19e siècle ou au 20e siècle. L'histoire de l'art chez Nourdine Ferroukhi, dans l'atelier de Nourdine Ferroukhi, dans son cours, continuait jusqu'à l'ère contemporaine. Et donc il nous parlait aussi bien du mouvement Sabarin dont il faisait partie, qui témoignait aussi du mouvement Aouchem et de tous ces mouvements dont il a été acteur, pour lesquels il a activé, mais aussi qu'il a su capitaliser. Donc il a su capitaliser tout son savoir au sein de son atelier et en dispensant son cours d'histoire de l'art. Je me souviendrai toujours d'un bonhomme très rigoureux envers ses étudiants, d'une très grande disponibilité aussi. Même dans ses moments les plus difficiles, c'est-à-dire à la fin, il était toujours là pour ses étudiants qui l'encadraient. Ça, je m'en souviendrai. Comme artiste, je ne peux pas me targuer de dire que je l'ai connu, étant moi-même, je ne suis pas issu de cette école. Je suis arrivé ici comme enseignant.
tout ce que je peux dire, peut-être un mot sur l'artiste, c'est que, mais bien sûr c'est un avis de novice, pas de spécialiste, c'est qu'il avait une peinture, à mon sens, très interrogative et cognitive, avec une très grande épaisseur, qui se nourrissait de toutes les épaisseurs de notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de symboles, des équilibres sur le plan esthétique, la couleur notamment, mais elle reste pour moi très interrogative. C'est un artiste qui a laissé de très belles traces, des traces fortes et pleines de couleurs, pleines de belles choses. C'est pour nous une perte, quoi. C'est une perte incroyable. Et dans ce contexte-là, nous lui portons hommage encore une fois. Et nous soulignons, je vais souligner aussi ses qualités dans le domaine de la peinture, des arts plastiques, ses qualités dans la sculpture aussi, ses belles couleurs, son beau graphisme, son comportement, sa gentillesse. Il s'en est allé en ce début de printemps, en laissant derrière lui que de bons souvenirs. Une pensée, un devoir de mémoire aujourd'hui, pour cet artiste qui aura bel et bien marqué son passage dans cette prestigieuse école. Une école où Nourdine Ferroughi y a mis toute son énergie et sa passion pour l'art. Ouais, très émouvant tout cela. Absolument. Vous êtes émue, Radia? Oui. Vous êtes passée par l'école des Beaux-Arts aussi. Oui, est-ce que vous avez connu oui. Nourdine Ferroughi? C'était un bon ami. Il était humble, oui. Très gentil, effectivement, comme tout le monde l'avait souligné. Et il avait ses pointes d'humour qui étaient très particulières. On aimait beaucoup rire avec Nourdine Ferroughi. Il aimait la fête, il aimait rire, il aimait la fête, il était très vivant, je disais joyeux, tout à l'heure, très joyeux. Il adorait regrouper autour de lui des amis comme ça et on passait des moments à rigoler. Il est très épicé, voilà, donc il a du caractère. Avec une pointe de raffinement, je dirais. Oui, il était très raffiné. Oui. Une sophistication de l'esprit aussi qui faisait de lui quelqu'un de très, voilà, qui avait justement accès à toutes les cultures, qui savait aussi s'exprimer par rapport à toutes les situations. Et très près des traditions, des coutumes. Il connaît bien nos traditions. Et d'une grande sensibilité, extraordinaire. Vous qui l'avez côtoyé. Oui, c'est franchement quelqu'un qui est... Vous avez partagé que de bons souvenirs aussi. Que de bons souvenirs. Même j'allais vous dire, même nos contradictions, nos réunions vraiment controversées étaient positives parce qu'il était là, il s'énervait, mais tout de suite, il y a des excuses qu'on se faisait tout de suite. Après, on a fait des tournées, on a fait une tournée européenne pendant l'année d'Algérie en France. Donc, sortir, voyager, même ici, je veux dire, et côtoyer les gens comme ça, c'est là où vous les connaissez dans leur véritable... Oui, le voyage, c'est révélateur. Absolument. Le voyage, oui. Non, franchement... Allah yarhamou. Déjà, il se repose parce qu'il était très fatigué, très fatigué. Et franchement... moi, j'ai eu à organiser un peu une soirée hommage à l'école des Beaux-Arts. Oui, on a fait une grande rishta parce qu'il aimait bien la rishta. Et on a reçu du monde, on a reçu beaucoup de monde. Et nous sommes en train de réfléchir pour préparer quelque chose d'important pour lui et pour tous les gens qu'on a perdus de cette école-là. Donc je pense à Abbasi, je pense à Kamal Nazar, à Mohamed Rebreli. Ces 15 dernières années ont été un peu fatales. Vraiment, on a perdu des gens et Nourdine n'en fait pas de qualité. Voilà. Tout à fait. Il y a eu aussi, je reviens vers vous, Lies Khelifati, après cette exposition, Brin d'amour, Nourdine Ferroughi a exposé à titre collectif par le biais de votre galerie, dans une galerie d'art privée à Paris aussi. Oui, exactement. Nourdine, c'était quand même, on va revenir sur cette phrase, très professionnelle. Ouais. Elle a continué à travailler avec la galerie Yasmine. C'est-à-dire il a participé une deuxième fois en collectif, c'était au Méridien d'Oran,
Ah oui, il y a eu le Méridien, lui-même, vous avez participé aussi. Exactement, il y avait les 40 artistes là, Oui. et c'est lui qui m'a donné le titre de cette exposition, Darli Yasmine fait Tara Oran. Il était présent avec ses œuvres. Non, uniquement c'est-à-dire les ses œuvres. C'est-à-dire uniquement les œuvres. lui, Mais à Paris, même au niveau, c'est-à-dire même, je reviens sur cette exposition du 16 avril, Oui. il devait rester que 2 heures dans cette exposition. Il est venu déjà à midi très tôt, et il était un peu stressé, en même temps heureux de voir ses œuvres pour la dernière fois aussi. C'était ça un peu. C'était sa dernière exposition. Voilà, sa dernière exposition, il était malade, il était vraiment malade et il devait partir se soigner. Et puis il est resté jusqu'à 18 heures. Alors il a resté 4 heures en plus. Il était tellement fatigué ce jour-là, mais il était heureux de revoir ses amis. Je reviens sur cette exposition d'Oran où il a participé avec plusieurs œuvres aussi. Et c'était à Oran, c'était la même année, en 2016. Et puis la dernière exposition collective, c'était à Paris, c'était à l'espace Orza, où c'était le 14, on peut donner l'affiche, le 22 avril 2018. Voilà. C'était une exposition collective avec des artistes de la galerie Yasmine, il y avait une dizaine d'artistes. Et lui, il était présent. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer son agent à Paris, c'était Evelyne Artaud. Qui n'est pas n'importe qui. Voilà, pas n'importe qui. Lui, Evelyne Artaud, c'était son ami et puis son agent à Paris. J'ai eu le privilège de rencontrer cette dame. J'étais chez elle, récupérer des œuvres de Nordine où il avait exposé 3 ou 4 œuvres. À titre collectif. À titre collectif. Il a insisté c'est-à-dire de participer. Voilà, c'était sa dernière exposition avec moi à Paris. Vous avez eu à le revoir aussi. Eh ben, j'ai aussi. Vous êtes parti à Marseille. Exactement. J'étais à Paris, c'est-à-dire revoir aussi ses amis, et puis j'ai pris le TGV pour partir à Marseille. J'ai rencontré Nordine à son hôpital là et on a passé une journée ensemble. Oui, il habitait juste en face de l'hôpital. Exactement, voilà. Il était très fatigué aussi. Il m'a embrassé, il m'a dit des mots vraiment bien. Il m'a salué, il m'a encouragé aussi de rester dans ma file de promoteur et de... Oui, vous, Lyes Rifati, qui êtes dans le domaine de l'art depuis pratiquement une trentaine d'années. Exactement. Et vous avez exposé ces dernières années de grands noms de la peinture algérienne. Et vous avez rendu hommage de leur vivant à ces artistes, c'est important. Voilà. C'est important. On a rendu hommage à Hayoun Salah Hayoun qui nous a quittés il y a plus d'1 an. Vous avez rendu hommage aussi à d'autres grands noms de la peinture algérienne. Alors c'est Zerarti, et puis Souhila Belbahar aussi. Il y avait des individuels aussi. Rahmani aussi, il est parti. Rahmani qui nous a quittés. Aussi. Voilà, Ranou aussi. On a eu voilà. Il y a eu de grands noms de la peinture qui sont passés. Et c'est notre devoir, Nassiba, de continuer. C'est important justement. Il parlait d'hommage. Karim Sergoa. Et ensuite, il est revenu quand même avant de tirer sa révérence. Oui, il est revenu pour passer quelques jours ici, mais il n'a pas pu rester plus d'une semaine, c'est fatigué. On l'a vu, on a discuté avec lui, on a rigolé, mais moi je l'ai vu pendant 3 heures exactement et on l'a laissé se reposer, il était fatigué. Mais malgré ça, il n'arrêtait pas de nous taquiner, il n'arrêtait pas de nous lancer des vannes, mais aussi de nous pousser à faire plus, et de continuer le travail. C'est comme si il a laissé. Et bien sûr, on est resté en contact permanent sur le réseau, c'est-à-dire qu'on se parlait, à un certain moment il était fatigué, donc il écrivait à 2 ou 3 personnes uniquement, et il leur demandait de transmettre. Donc il était en contact avec lui, moi aussi je donnais les informations à tous les amis, et même les amis ont compris qu'il ne fallait pas le déranger ou le fatiguer, donc il nous demandait à quelques personnes comme ça qui savaient qu'ils étaient en contact avec lui, de donner des informations, et voilà. Donc on a perdu un grand homme, mais il a laissé vraiment il a laissé beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Et comme m'a dit Mourad Bouzar, d'ailleurs, son ancien étudiant et qui est devenu professeur aussi, enseignant. C'est un prof d'histoire de l'art hors du commun, parce que c'est le seul qui, à l'école des Beaux-Arts, enseigne sur l'art contemporain algérien, qui intéresse les étudiants. Mais
c'est la première fois à l'école qu'il y a des cours sur l'art algérien, des cours sérieux, je veux dire. Pas Absolument. uniquement annoncer qu'il y a des peintres, Mesley ou la Martinez ou la Jaudet. Non, lui donne des cours académiques, avec toutes les normes approfondis. Ah oui, oui, moi il m'a appelé, on a fait toute une fiche technique avant de donner le cours sur Aoucham et Sbarine. Il m'a pris comme un peu la cheville entre les deux comme ça, et il m'a harcelé de questions et de travail. Il fallait que je lui donne plein de choses et tout. Voilà. Ah. Que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Que de bons là. souvenirs, C'est pour ça, Karim oui. Sergoua. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Merci à Canal Algérie, merci à vous, voilà, parce merci que aux journalistes. franchement, on est très heureux Voilà, c'est de parler vraiment- de ces gens-là. On est vraiment heureux malgré que le sujet est dramatique, quoi, mais Tout à fait. laisser des traces comme ça, Absolument. c'est C'est un franchement merci devoir à de vous. mémoire. C'est un devoir C'est de un- mémoire. merci Un dernier beaucoup, mot, Yes. Moi, je rends hommage aussi à d'autres artistes comme Mustafa Addan. Lui aussi, quand même, il est le doyen actuellement, apparemment. Et M. Zerarti aussi. Et tous les artistes, c'est normal. Voilà, et tous mes amis. Tout à fait. Merci, merci à vous, Nana Sibok. Vraiment. Je vous en prie, nous magnifique. sommes au service de l'art. Nous sommes Ouais. au service de l'art et c'est un devoir. Non, et notre travail aussi. Voilà, voilà. Il restera dans nos cœurs, dans notre mémoire. Absolument. Ce grand artiste qui aura marqué de son empreinte l'art pictural algérien. Avant de rentrer au studio, j'avais dit à mon ami Lies, Radia l'a bien connu. Je dis que ça va être difficile l'émission pour Ça a elle. été difficile. Oui, Ça a je été comprends. difficile. Surtout quand on connaît la personne. En tout cas, moi aussi, je Ouais. garde que de bons souvenirs Oui. aussi. Même si vous avez étudié à l'école des Beaux-Arts. Même vous en avez dehors des partagé murs des Beaux-Arts, en dehors c'était des murs des des Beaux-Arts. souvenirs C'est immuables une personne d'une grande sensibilité, Oui, d'une qui très marque très à grande vie. sensibilité. Qui nous marquera jamais. Même si on le Effectivement. rencontre une ou deux fois, on ne peut pas oublier ce grand personnage, ce grand peintre. Absolument. Merci beaucoup, Nassiba. Merci à Karim Sergoua et à Lies Khlifati de nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir permis de parler un petit peu du parcours de Nourdine Ferroukhi. Bien sûr, la famille de la Kasbah également est endeuillée depuis hier, cette famille voilà, qui a perdu toute une famille qui a été décimée lors de l'effondrement de l'immeuble. Donc on s'incline à la mémoire de ces personnes aussi qui sont décédées donc, vraiment accidentellement. Et vraiment condoléances à tous leurs proches et leurs amis et à la grande famille de la Kasbah. La Kasbah, on en parlera autrement puisqu'on est au cœur du mois du patrimoine. Nous avons coutume de vous faire découvrir des lieux. Aujourd'hui, justement, zoom sur Jama' Sidi Ramdan, au cœur de cette vieille Médina. Et c'est un reportage signé Sabrina Khlifi. Sur les hauteurs de la Kasbah fut érigée la première mosquée de la vieille Médina. Surplombant la baie d'Alger, elle offre aux fidèles une image attrayante de la cité qui épouse dans son élan en un trait continu la mer Méditerranée. Cette mosquée, qu'on découvre à l'angle des rues Ali Zerari et Sidi Ramdan, a été édifiée bien avant l'arrivée des Turcs, non loin de la première Kasbah berbère, au haut de l'escalier du boulevard Abdelrazak Haddad, ex-Verdun. On l'appelait autrefois mosquée de la Kasbah, Jama' Kasbah al-Qadima. Jama' Sidi Ramdan est un échantillon des édifices où pria la première population d'Al Jazair. Son architecture est typiquement berbère, avec un lourd minaret carré, des toits en double pente et recouverts de tuiles rouges, comme Jama' al-Kbir et les différents temples berbères érigés à cette époque. Ces 9 travées perpendiculaires au mur de la Qibla reposent sur 18 colonnes massives et lui donnent une allure imposante. Le minaret à plan carré rappelle les oratoires de style maghrébin des XIIe et XIIIe siècles. Jama' Sidi Ramdan possède 50 immeubles dont les revenus des locations
assurer son entretien. Cette mosquée est de nos jours l'un des édifices parmi ceux construits durant la période pré-ottomane, les mieux entretenus aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours. Elle ne présente pas de qualité ornementale particulière et semble d'une architecture assez grossière dans l'ensemble. Cette mosquée correspond au cadre pauvre et austère dans lequel priaient les premières populations de la ville d'Alger. Les fidèles continuent à la fréquenter et la grande salle ne désemplit pas le vendredi et lors des prières de l'Aïd. Dès que les autres mosquées de la cité sont remplies, les fidèles ne manquent jamais de monter jusqu'à cette mosquée pour accomplir leurs prières. Jama' Sidi Ramadan reste un symbole de l'attachement des Algériens à leur religion qu'ils ont su préserver au fil des siècles contre vents et marées. C'était la Jama' Sidi Ramadan, une mosquée séculaire, voilà, jalousement couvée, et qui fait partie de tout un chapelet de mosquées qui sont un petit peu parsemées dans la vieille Médina, Al-Qasba en l'occurrence. Et justement, Al-Qasba a fait l'objet de nombreux articles, justement, dans le cadre d'une revue électronique dont on parlera aujourd'hui avec sa créatrice. Il s'agit donc d'Ahlem Kebir. Bienvenue. Bonjour. Merci Bienvenue. pour l'invitation. Je suis ravie de me retrouver une deuxième fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Tout le plaisir est pour nous. On est ravis de vous retrouver. Merci. Voilà, vous qui avez lancé cette aventure avec Ineffable, c'est bien cela? C'est ça, Ineffable Agriculture. Ineffable Agriculture, donc un titre pas très commun, je dirais. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour éveiller la curiosité. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ineffable? Mais aussi on l'a choisi par rapport à l'explication du mot. En fait, ça veut dire quelque chose qui ne peut être exprimé par les mots en raison de sa nature qui dépasse la nature de l'homme. Oui. Et pour nous, on s'est dit, parler de l'art, du patrimoine, c'est très difficile, c'est très subjectif. Et on a beau essayer donc de mettre des mots pour un petit peu contourner le domaine, on ne touchera jamais ce que ça représente pour nous émotionnellement. J'imagine. Mais voilà. En tout cas, bien trouvé. Voilà, c'est un nom qui sied très bien au contenu de cette revue électronique, comme vous le disiez, consacrée essentiellement à l'art et à la culture. Donc, vous avez lancé l'aventure en 2017. Ineffable est née. Et voilà, elle a connu un grand engouement de la part de plusieurs plumes par la suite qui vous ont suivi. En effet, oui. Et c'est principalement des plumes très jeunes et qui ne sont pas forcément dans le domaine. Et c'est ça la particularité. C'est vraiment une revue qui est faite par les citoyens, les personnes qui vivent leur patrimoine et qui vivent leur culture. Et donc c'est une revue qui est très différente et qui met vraiment le ressenti, la citoyenneté au cœur du patrimoine et des arts, plutôt que justement le patrimoine ou les arts autant qu'objet. Voilà, donc c'est un espace d'expression consacré justement à tous ceux qui n'ont pas eu accès à un métier comme le métier de journaliste, mais qui ont un mot à dire, une idée à exprimer. Donc là, on vient de voir défiler des photos qui montrent un bâti très ancien et qui figurent justement dans votre revue. Oui, en effet, le patrimoine bâti a une grande place dans notre revue. Pour moi, je suis architecte de formation, donc certainement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est imposé par les rédacteurs. Parce que nous, on impose un thème, une thématique générale, mais jamais les sujets. Et le fait que beaucoup de personnes parlent du patrimoine bâti, c'est parce que ça les a réellement marqués. Quand on a donc un bâtiment ancien dans sa ville, on le voit tous les jours, on le vit. Peut-être que quand on était gosse, on jouait là-bas. Et donc ça nous marque sur un plan vraiment personnel et émotionnel. Et donc plusieurs auteurs, je nomme Algia Jaila par exemple, donc elle aussi elle est architecte et elle est de l'Al-Banat Thélaten et plusieurs fois donc elle a écrit donc pratiquement tous les numéros. Et elle nous parle d'un bâtiment, d'un bâti qu'on ne connaissait pas, qui représente quelque chose pour elle. Donc c'est pas tant sur le plan
professionnel, donc ce que c'est que l'architecture très technique, mais ce que ça représentait pour elle chaque matin quand elle allait émotionnellement parlant. Voilà, exactement. Chaque matin en allant à l'école. Voilà, d'ailleurs, l'école de Front National déjà, donc que vous évoquiez à l'instant. Exactement. Voilà, ex-Fort National du temps de la Révolution, du temps de la colonisation, je dirais. Voilà, vous-même vous êtes architecte, vous le disiez, donc j'imagine un petit peu votre émotion aujourd'hui à la suite de l'effondrement de cette énième bâtisse de la grande Médina d'Alger, donc la vieille Médina Al-Qasba. J'imagine en tant qu'architecte que ce tissu vous a interpellé à un moment ou à un autre de votre parcours. En effet, la Casbah, c'était une des premières choses qu'on a évoquées à l'école d'architecture. Et j'aimerais profiter déjà de l'occasion pour présenter au nom de toute mon équipe nos condoléances aux familles et aux amis des victimes. Absolument. Déjà, une vie, ça n'a pas de prix. Donc, c'est quand même dramatique de vivre cela. Ouais. Donc avant de parler du patrimoine, j'aimerais déjà parler de ces vies qu'on a perdues. Mais aussi, j'aimerais justement présenter mes condoléances à tous les Algériens qui voient tous les jours leur patrimoine s'écrouler sous leurs yeux et on ne sait pas quoi faire. On n'a pas d'idée. Des plans de sauvegarde ont été lancés, on en parle depuis les années 90, donc les années où cette vieille Médina a bénéficié d'un intérêt particulier après avoir été classée dans le patrimoine universel de l'humanité. Et donc depuis, on n'arrive pas encore à réhabiliter ce vieux bâti de la manière requise, c'est-à-dire que juste un petit pan qui a été restauré, réaménagé ou justement réhabilité. Par rapport à ça, moi ce que je reproche justement à ces plans, c'est que déjà ils excluent le citoyen. Et alors qu'aujourd'hui ça a été prouvé de par le monde que la protection du patrimoine c'est un acte citoyen. C'est à tout le monde de le faire. Il y a tout le travail de sensibilisation qui n'est pas fait. On n'intègre pas les gens. Les gens le feront même gratuitement si on leur demande de l'aide. Parce que c'est leur quartier. Ils viendront, ils aideront, ne serait-ce que par des idées. Donc faire des plans de sauvegarde comme ça, juste fait par des professionnels, bien sûr, il faut que ça soit fait par les professionnels, certes, mais ça se fera jamais. Il y a quand même mobilisation de certaines associations. Je parle de l'association Sauvons la Casbah qui a permis un petit peu, en tout cas, d'éviter la destruction de la base Casbah, de ce qui subsistait de cette base Casbah, à savoir le Bastion 23, donc, qui est un monument architectural visible au cœur de la capitale aujourd'hui. En effet, c'est une association que j'apprécie beaucoup, je connais les membres, j'ai eu à les rencontrer. En effet, ils font beaucoup dans la sensibilisation, ils font beaucoup aussi pour un petit peu prévenir la destruction. Sauf qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Il faut une vraie volonté derrière. Il faut intégrer justement les associations et les citoyens, mais dans un cadre vraiment officiel. Et pas juste les petits événements qu'ils font eux, où c'est pas suffisant, ils peuvent pas y arriver tout seuls. Il faut les intégrer justement dans ces plans de sauvegarde et essayer donc de lancer les débats. Et les budgets existent, les budgets ont toujours existé, ils ont été développés, transmis d'une tutelle à l'autre. Mais c'est vrai qu'on se jette la balle depuis pas mal d'années. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être une solution politique à ce problème de la Casbah? Pas peut-être. Une volonté politique? On n'a plus le temps. Et les maisons, elles sont en train de tomber. Elles sont en train de brûler. Parfois, on les détruit aussi. Ça, on n'en parle jamais. Mais oui, parce qu'il faut dire que certains citoyens malveillants, en vue justement d'un relogement, ont aussi un petit peu détérioré volontairement certaines bâtisses, c'est vrai. Bon, ça a été rapporté. Oui, les raisons sont différentes. Bon, moi, je ne mettrai pas. C'est ce qui a été dit, en tout cas, c'est ce qui a été rapporté par la presse, par certains Non, je pense aussi, c'est par typiquement par l'immeuble qui est tombé, il est de l'époque française. Oui, ça c'est pas un immeuble. Voilà. Et le problème, c'est justement parce qu'il n'y a rien qui protège ces monuments. Il n'y a qu'une certaine conscience où on se dit on doit un petit peu les protéger, mais il n'y a rien qui les protège. Il n'y a pas de il n'y a pas de règlement par rapport à ça. Et même si, bon, moi je suis pas en train de dire qu'il faut rendre tout patrimoine et classer toute l'Algérie.
mais au moins qu'il y ait quelque chose qui protège quand même ce patrimoine historique qu'on n'a pas envie de perdre. Moi, j'ai pas envie de me retrouver. C'est l'identité d'Alger. Exactement. La Casbah, c'est quand même l'identité d'Alger. C'est ça. Revenons un petit peu à la revue, donc Ineffable. Ineffable, donc traite de nombreux sujets. Vous en êtes à votre. La 8e édition sort le 30 avril. Donc ça va porter sur les traditions orales. Donc ça s'appelle Tradition orale, la voix de notre histoire. Oui. Et ça va parler vraiment d'un petit peu des chants, des proverbes et aussi l'utilisation de un petit peu nos expressions tous les jours en Darja dans la littérature francophone algérienne. Donc la littérature algérienne mais à d'expression française. C'est vrai que certains mots algériens ont même intégré le langage, je veux dire la langue française, la langue de Molière aussi, connaît de grands ajouts de notre dialecte. En effet, il le faut. Moi, j'aime beaucoup Darja. La Darja, justement, et on en parle souvent dans notre revue. Il y a un article qui parle de Darja, justement, dans la prochaine édition. Et on a eu avant. Parce que je me dis, mais en fait, notre langue, elle est incroyable. Elle est mutante, je dirais. Elle est mutante. Voilà, c'est ça. Imperméable. Non, elle n'est pas. Elle ne l'est pas. Elle est plutôt perméable et mutante. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça toute la richesse, parce qu'en fin de compte, ça raconte notre histoire. On raconte notre histoire en disant une phrase. Parce qu'il y a un peu de français, un peu de turc, un peu d'espagnol, un peu d'arabe. Et là, on se dit, on se posait la question, d'où ça vient ce mot? Et après, là, on se posait les questions. Par exemple, il y a le français, parce qu'on a été colonisé. Il y a le turc, les Ottomans aussi ont passé quand même 3 siècles en Algérie. Donc, c'est toute cette histoire que le français fait aussi, parce qu'on a beaucoup de relations entre l'Algérie et la France de par la population. La plupart des Algériens vont en France. C'est quand même la deuxième langue pratiquée en Algérie, effectivement. En effet, voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir aussi, à travers notre revue, comment les gens voient cette Darja, comment ils l'utilisent dans leur art, dans leur quotidien. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaye de véhiculer. Mais l'engouement est certain, le nombre de vues augmente de jour en jour par rapport à Ineffable. Donc vous en êtes où par rapport à la visibilité sur la toile? On est autour une moyenne de 25 000 lectures par édition. Donc c'est une revue digitale, les gens peuvent facilement voir ça à travers leur téléphone ou leurs ordinateurs. On nous demande souvent de faire une version papier. Parce qu'en fait, la relation d'une personne avec le papier qu'elle lit est elle est très personnelle, elle est très intime. Et donc, on essaye un petit peu de songer à cette solution, à ce projet. Voilà, exactement. Oui. C'est vrai que certaines revues qui ont été créées avant la vôtre ont eu accès à cette version papier après moult effort. Donc ça va vous demander beaucoup de travail, vous qui préparez votre doctorat, donc ça va être du boulot. Si vous aspirez justement à une version papier. Mais vous êtes une petite équipe sympathique. Oui, voilà, on a une petite équipe et on a tout le monde derrière, parce que en fait Ineffable, c'est de la co-création avec les jeunes Algériens et qui sont toujours là, qui proposent toujours leur aide, qui disent voilà, on est là, dites-nous si vous avez besoin d'aide. Et donc voilà, on a beaucoup de bénévoles qui nous aident dans la revue. Et qu'on salue à travers vous ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ahlam Kébir, je rappelle que vous êtes la co-créatrice de la revue électronique Ineffable Culture et Art, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà, vous avez toutes les informations pour aller visiter justement ou parcourir par une lecture virtuelle cette revue. J'espère que vous aimerez ces articles proposés par, non pas des professionnels de l'écriture, mais de simples citoyens. Merci encore une fois. Merci à vous. Et bien sûr, dernière ligne droite, mesdames, messieurs, ne zappez pas. Un dernier invité, en fait collègue, arrive. Il s'agit de Nabil Kitouni qui va nous parler de cinéma tout de suite.
Ah là, c'est Monsieur Cinéma qui est déjà sur le plateau. Bah oui, hein, vous incarnez un petit peu l'espace cinéma de votre chaîne. Nabil Pitouni, bonjour. Bonjour Radia, bonjour Oui. chers téléspectateurs, bonjour. Oui, on vous retrouve en dehors de l'émission, donc habituellement donc, diffusée sur notre écran. Donc, Oui, une aujourd'hui- émission consacrée au métier du cinéma, dont on va parler un petit peu aujourd'hui, qui s'appelle Dans le champ, où on voit un petit peu ce qui se passe derrière le rideau, derrière la toile. On a l'habitude de voir simplement de parler des réalisateurs et des comédiens. Nous, on aborde des sujets ou des métiers qu'on n'a pas l'habitude de parler. Script, je veux dire assistant réalisateur, directeur photo et tout ce... voilà. Toute la chaîne de l'industrie toute la chaîne. cinématographique Voilà. en somme. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de Ciné-Club, je pense. Pas seulement, il y a une rubrique, bon, cette rubrique est consacrée ou dédiée au 7e art. Il y aura 2 sujets qui seront abordés, Ciné-Club et la thématique consacrée par ce dernier. Et en deuxième partie, on parlera des films retenus ou plutôt sélectionnés au prochain festival de Cannes. Voilà. Très bien, Alors, sans plus on tarder... lance la première thématique avec La le première Ciné-Club. thématique, alors sans plus tarder, direction le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel, où je dirais l'outil phare d'une production cinématographique est l'invité d'honneur d'une masterclass. Alors, on envoie le sujet. Absolument, tout de suite. Plus qu'un cours, une leçon de cinéma. Et c'est une surprise pour personne de voir l'un des personnages clés du paysage audiovisuel en général et cinématographique en particulier prendre la direction de ce masterclass. Vous l'aurez compris tous, on vous parle du dictionnaire vivant du cinéma algérien Ahmed Bdjaoui. L'événement en question a été organisé au Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel. Mais avant l'intervention du spécialiste du 7e art, une minute de silence a été observée en hommage à l'acteur Aziz Dega, décédé le 2 avril dernier. Face à un parterre de professionnels du cinéma, étudiants et cinéphiles, le conférencier prend la parole. Le thème du jour, le scénario et les étapes créatives qui suivent. En somme, le processus de fabrication d'un film, tout en mettant l'accent sur l'écriture scénaristique. S'appuyant sur le film Gare centrale du réalisateur égyptien Youssef Chahine, Ahmed Bdjaoui dénote les subtilités de la rédaction d'un film. L'unité de lieu, de temps et d'action, l'évolution des personnages et la suggestion des non-dits. Cela dit, avant le synopsis et le traitement de l'histoire, le déclic n'est autre que la première étape, l'idée de départ. Oui, parce que finalement, le cinéma, c'est pas parce que vous êtes cinéaste, vous devez exercer le métier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? L'idée d'un film, c'est est-ce que vous avez quelque chose de puissant à dire, que vous voulez communiquer au public et vous voulez peut-être faire découvrir au public quelque chose qui est caché, que vous voyez parce que vous avez un œil de cinéaste et que le public ne voit pas. Par exemple, je prends Margaret Leto, il a montré qu'en 1975-76, déjà les privilèges étaient déjà partagés et que cette jeunesse était à l'abandon. Elle avait été marginalisée. Donc, vous voyez, ça c'est le grand cinéma. Une idée puissante qui fait que vous allez ouvrir les yeux de la société sur des phénomènes qui ne sont pas visibles. Le cinéma, c'est une espèce de traversée du miroir, comme je l'ai dit. Voilà. Et cette idée, si elle est puissante, elle peut mener à un scénario puissant. Mais si l'idée est boiteuse simplement parce qu'on fait faire un film, on veut amuser la galerie ou quoi, ben, ça ne restera pas, quoi. Une fois le cours terminé, il s'en est suivi un débat animé et instructif. Les organisateurs de ces masterclass, dont les thèmes sont consacrés pour la plupart du temps au métier du cinéma, souhaiteraient s'inscrire dans la durée. On a commencé par l'image avec un directeur photo étranger, il était bien passé. Après, on a attaqué le musique et cinéma avec Selim Dada et on arrive maintenant avec M. Ahmed Bdjaoui, le parcours du scénario jusqu'à la finition d'un film, la post-production. Et je pense que c'est important maintenant de créer ce pont entre nos professionnels et les jeunes artistes qui s'intéressent au cinéma, qui n'arrivent pas à avoir une formation très solide dans la matière. Notre but, à travers le Centre national de cinéma et l'audiovisuel, c'est d'ouvrir cet établissement à tous les professionnels, les anciens et les jeunes, pour parler surtout du cinéma et de bénéficier de tous les supports possibles pour apprendre mieux et comprendre tous les enjeux de la création cinématographique. De telles initiatives consacrées au cinéma et au métier de cet art sont plus que souhaitables. Elles constituent une passerelle entre le professionnel déjà en place et celui qui désire peut-être un jour faire de sa passion un métier.
Absolument d'accord, Nabil Kitouni. Oui, c'est oui, vous qui comment-il? Ah oui, c'est des sujets, voilà, comme vous avez pu voir, il aborde en quelque sorte le métier de scénariste au cours de ce sujet Bjaoui, entre autres, bien sûr, les difficultés. Ce qu'on n'a pas pu voir ici, c'est qu'il y a eu des débats et les questions s'articulaient précisément, c'est-à-dire surtout sur la difficulté, c'est-à-dire l'écriture cinématographique. Nous n'avons pas d'école, c'est-à-dire les scénaristes, comment écrire, parce que c'est la transcription visuelle, ce n'est pas un roman, c'est comment transcrire visuellement, c'est-à-dire un document. Des idées, voilà, vous avez le document écrit, mais comment transcrire cela visuellement? Cela reste, il y a des codes, il y a des règles. Il y a des règles. C'est différent d'une nouvelle, c'est différent d'un roman, c'est d'une histoire. Parce qu'on parlait simplement du scénario, mais il y a aussi le dialogue. Il y a un dialogue. Il y a aussi le dialogue, comment transcrire le dialogue, voilà, comment adapter. Comment épurer l'idée initiale, parce que tout part, comme il avait dit, d'une idée, c'est un speech, voilà. Il y avait, le jour où j'avais pu interviewer un grand scénariste, je dirais, parmi, il y en a beaucoup, algérien, Tahar Boukella, qui me parlait, qui me donnait l'exemple du Titanic. On sait tous que le Titanic va couler, mais on peut faire plusieurs idées. L'idée, allez, il y a eu le film, célèbre film Titanic, où c'était une romance, c'était une histoire de cœur, mais par contre, je peux prendre le Titanic et raconter une histoire d'un braquage. Oui, voilà. L'idée va, on peut développer une multitude mais maintenant intéressé, mais comment raconter, parce que là c'est le speech, le synopsis, préalablement à l'écriture, préalablement au développement du scénario, il y a un travail en amont, voilà, il y a un travail en amont, j'arrive, vous êtes producteur, je vous lance une idée, voilà, je vais parler, mais bon, comment développer cela, il y a l'idée du speech, comment intéresser, puis développer ce speech, c'est-à-dire on passe par plusieurs étapes, voilà ce qu'il en était de cette masterclass. Il y a eu plusieurs masterclass, préalablement à celle de Mohamed Bjaoui, il y a eu celle où on parlait de la composition musicale, il y avait, c'était Salim Dada, le rôle de la musique. Célèbre musicien. Voilà, c'est le musicien et le rôle de la musique au cinéma. Et avant, le masterclass était consacré aussi à la photo et à la lumière, le directeur photo, le chef opérateur, voilà l'importance de la lumière pour le cinéma. Bon, il y a tout cela qui... Un peu dans l'esprit d'un ciné-club, quoique dans le ciné-club, on met en avant une œuvre cinématographique et on décortique par le débat, justement, c'est bien que vous dites ça. C'est dans le même esprit, c'est le même esprit, mais là, c'est pas l'œuvre qui est en avant. En fait, on prend des plans, il y a l'œuvre, et on décortique l'œuvre à travers la thématique qui est retenue. On prend ce qu'on appelle l'œuvre témoin, c'est-à-dire un exemple. Là, c'était l'exemple du film de Youssef Chahine, voilà. Un réalisateur cher pour Ami de l'Algérie, on ne présente plus, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, et c'est des œuvres témoins, c'est un film témoin pour parler d'une thématique. Pour la musique, je suppose, on peut prendre des fois dans l'Ouest ou des musiques comme tout ce qui concerne Sergio Leone. Voilà, c'était ça. Le prochain sujet, je pense que ça sera autour d'un autre métier, script ou autre métier. Voilà. En fait, un scénario, ça incarne ou ça met en relief tout le contenu d'un film et c'est très important. Le scénario, c'est le socle. J'aime pas ce terme, ça devient redondant, je le répète souvent, c'est la matrice en quelque sorte d'un projet cinématographique. C'est là où tout va se développer. Bon, il y a le producteur, l'idée, la production, l'idée. Il peut faire appel à un scénariste, il veut développer l'idée du moment. C'est selon les événements. Vous avez des événements, par exemple, on peut faire appel à un scénariste de me décrire, de me faire un film ou de me raconter une histoire, on s'appuyait sur tel ou tel événement. Mais dans les scénarios, différents types de scénarios. Il y a des scénarios issus de l'adaptation d'un livre, ce qui est encore plus difficile. Il y a des romans qui réussissent sur l'écran, d'autres pas. Parce que vous avez les œuvres de Yasmina Khadra, vous lisez, mais jusqu'à l'heure, il n'y a pas une œuvre de Yasmina Khadra, un livre qui ça a pu être, je veux dire, transcrit visuellement sur grand écran où il y a eu une grande réussite, contrairement à d'autres œuvres, Autant l'emporte le vent, où ça a été un succès, que ça soit un succès, je veux dire, littéraire, et plutôt un succès, des best-sellers qui ont vu justement une traduction au cinéma. Des best-sellers qui, à travers le cinéma, ont eu une seconde vie. Réussi à travers un scénario. Voilà.
En tout cas, vous citiez tout à l'heure Youssef Chahine. Youssef Chahine, dont l'œuvre dans sa globalité avait été saluée au Festival de Cannes. Donc il avait eu la Palme d'Or justement pour l'ensemble de son pour l'ensemble, pas pour un film. Pour l'ensemble de son œuvre, et pas un film en particulier. Pas un film donc particulier. Là, je pense que vous deviez aussi nous parler de ce rendez-vous. Voilà, un rendez-vous cannois et tapis rouge. Enfin, un film algérien sur le tapis rouge cannois prochainement, bien sûr. Et c'est dans la catégorie Un certain regard que le film de Mounia Medour est sélectionné. Un film au titre évocateur, un film qui s'appelle Papicha, bien sûr. C'est un nom qu'on retient souvent dans les années 90. Et ce nom relate, c'est-à-dire les événements survenus pendant sa décennie noire, et la vie quotidienne d'une personne, d'une jeune fille, devant les obstacles et cette vie, et de ne pas baisser les bras. Et tout ça, c'est le synopsis en quelque sorte. Oui. Un rôle interprété, voilà ce qu'on peut voir, voilà, par Lina Khoudri. Ça, c'est Mounia Medour. Préalablement, on a vu l'actrice qui s'appelle Lina Khoudri, qui incarne le rôle principal. Et il y a plusieurs personnages qui campent autour de ce film. Lina Khoudri, qu'on a vu, parce qu'il y a deux actrices qu'on a l'habitude de voir et qu'on a vu dernièrement dans le film de Sofia Jama, Les Bienheureux, Nadia Kassi et Lina Khoudri. Lina Khoudri, pour rappel, qui a eu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise pour les films Les Bienheureux, que l'on retrouve dans ce film de Mounia Medour. Et pour rappel, pour le grand public, Mounia Medour n'est autre que la fille d'Azdine Medour, décédée à l'arrière-mot. Célèbre cinéaste algérien, à qui l'on doit le sublime film La Montagne de Beya. La Montagne de Beya. Mais un autre film aussi, d'un jeune réalisateur, je dirais talentueux, qu'on connaît, Amin Sidi Boumediene, le film qui s'appelle, son dernier film, Abou Leila, qui est produit, en fait, il faut saluer aussi la boîte de production, c'est sans faire de publicité bien sûr, Tala Production. Ce sont des jeunes, il faut les mettre. Voilà. Absolument. Et ce film-là, qui est en compétition au Festival de Cannes, à la Semaine de la Critique. Voilà, nous avons des films de jeunes algériens, de jeunes réalisatrices, réalisateurs qui se retrouvent au Festival de Cannes. Voilà, nous avons des films qui voyagent, mais malheureusement, il faut le souligner, nous n'avons pas de salle de cinéma aussi. Vous pouvez parler aux Algériens pour voir ces films-là. On revient toujours au même problème, les salles de cinéma. La diffusion de ces films. La diffusion de ces films. Malheureusement, on retrouve ces films-là. Notre cinéma, comme toujours, est cantonné au festival. On entend parler de cinéma et de films qu'à travers des festivals. On peut voir des films. Des festivals et puis des avant-premières qui sont organisées oui, mais des avant-premières. On voit le film à son lancement et puis après on attend la suite. On reste comme ça. Oui, parce qu'on parle production cinématographique, mais on ne parle pas d'industrie cinématographique. Parce que, comme je dis souvent, c'est des métiers qu'il y a derrière. C'est des métiers, parce qu'on laisse mourir ces métiers-là. Parce que, je dirais, un scénariste, script, maquilleuse même, elle n'est pas là en train d'attendre quand on va faire une production. Cela reste des productions, je dirais, destinées à la télé, mais parlant de long métrage, nos films sont destinés uniquement au festival, on entend parler, et cela aussi affecte, c'est-à-dire ça a une répercussion sur l'écriture cinématographique. Parce que pour participer à un festival, le réalisateur, je dirais le scénariste, dire oui, il faudrait que je fasse un film d'auteur, parce qu'une comédie, tout ça, je ne vais pas être retenu. Alors ce qui faisait un petit peu la force du cinéma algérien avant, c'était les comédies satiriques. C'était les comédies satiriques qui étaient vraiment très... qui parlaient, qui traitaient de certains mots de la société par le rire et tout, mais qu'on le retrouve. Il y avait une tout à l'heure, Bedjaoui nous citait justement Amar Getlatou, donc toute une tragédie sociale qui était racontée Les vacances par de l'inspecteur Tahar. Nous avons eu beaucoup de films, d'autres films aussi d'auteurs, Leila et les autres, il y a eu beaucoup de films. Le dernier film où c'était, pour ma part, je pense, où c'était un petit peu une comédie satirique, mais ça remonte à loin, c'était Mascara de Lias Salem. On retrouve un petit peu. Mais comédie, de moins en moins. De moins en moins, pour ne pas dire pourtant, pas du tout. On en a besoin. On en a besoin. On a besoin du surtout en cette période, exactement. C'est très très important en toute période, justement. C'est ce qui un petit peu permet de digérer le quotidien, de l'assimiler aussi. Mais ça aussi, c'est les salles. On revient, les salles de cinéma. On a bien beau, on parle on a refait telle salle, mais... Je passais hier par la rue, mais il ne répond plus aux besoins. Et je vois que la salle Algéria... La salle Algéria Afrique, mais... L'Afrique n'a pas été rouverte. Voilà, il y a eu seulement, je me rappelle, la dernière fois on a entendu parler de cinéma à l'Afrique, c'était pour le film
Ben Boulaïd, je crois, où il y a eu une production. Voilà, juste une projection, plus rien. Mais maintenant, c'est même pas ça. Ces salles-là ne répondent plus aux attentes, parce que là, on est dans une période. D'autres normes de diffusion. Diffusion, c'est les multiplex, parce que vous avez des films d'une dimension, je dirais, où le son est important, où l'image est importante, où on parle de spectacle. Mais là, vos salles de cinéma, actuellement, ce ne sont pas des salles destinées à avoir de tels spectacles sur grand écran. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est clair. Il y a le son et tout. Ce n'est pas seulement une question de nombre, si je vous c'est des multiplex, vous allez partout. C'est dommage. J'aime pas ça, mais c'est un peu, quelque part un peu à jaloux. Vous voyez, en Tunisie, il y a des multiplex. Et un multiplex. Et dernièrement, je ne sais pas qui m'a dit ça, il y avait un film tunisien, et au box-office, c'était ce film tunisien qui est arrivé premier. C'est-à-dire les salles de cinéma, plusieurs salles de cinéma, des salles de cinéma, bon, multiplex, c'est pas la peine de revenir, qu'est-ce que c'est un multiplex, mais c'est là qui va amener un grand public, parce que là, vous avez un public algérien, quand vous parlez de cinéma, il vous dit « ouais, je vais vous faire sur DVD » ou là, c'est un laptop. On n'a plus ce regard, je dirais, enfantin. La volonté de se déplacer vers une salle, et d'apprécier le film, de partager. Parce que le cinéma, c'est partagé. Quoique la salle Ibn Khaldoun joue un rôle quand même très important actuellement, mais ça reste une salle. Exact. Et deux salles avec la salle Ibn Khaldoun qui ramènent les nouveautés. Des nouveautés. Absolument. Surtout les productions Marvel, parce qu'actuellement, ce qui fait le bonheur, je veux dire, des producteurs et du cinéma mondial, c'est tout ce qui a trait aux productions Marvel et tout ce qui concerne les super-héros et tout ça. C'est des films qui rapportent des milliards. En tout cas, on en reparlera, j'espère, Nabil Kitouni, dans un prochain rendez-vous. On espère votre retour très bientôt. Merci pour beaucoup, d'autres thématiques. Pourquoi pas parler de salles de cinéma. Bien sûr. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Nabil, et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Passez une excellente journée et à très vite.